Les amis, question pour vous. Est-ce qu'on n'est pas là sur l'une des meilleures ligas, en tout cas l'une des plus passionnantes, l'un des meilleurs championnats d'Espagne depuis de nombreuses années, avec 3 équipes qui luttent pour le titre, le Real, le Barça et l'Atlético Madrid. C'est pas forcément souvent le cas, souvent c'était le Real et le Barça. Là on a un Atlético Madrid qui s'immisce et qui est deuxième du classement. On a des rebondissements avec parfois le leader, ça a été le Barça en début de saison. Maintenant, c'est le Real. On a un derby madrilène ce week-end. On a du beau jeu offensif, un Barça qui joue bien, un Real Madrid un peu irrégulier, même si quand même les individualités font la différence avec des stars de nouveau. Mbappé qui est arrivé. Début du suspense à mano à mano. Le seul petit bémol, même gros bémol, j'ai envie de parler évidemment de l'arbitrage et toujours ces équipes qui détruisent le jeu en Liga, le temps de jeu effectif, hein, forcément, il faut en parler. Retafe, Alaves hier soir, qui a franchement été un mauvais exemple. Une énième mauvaise publicité pour la Liga, sans oublier évidemment l'arbitrage et les polémiques à répétition. Maintenant, on en a une tous les week-ends minimum, que ce soit avec le Real Madrid, et là ça a été contre eux justement ce samedi, et aussi hier avec le Barça. Mais bon, le Real et le Barça ne sont pas les seules équipes qui sont juste polluées par les polémiques d'arbitrage. Mais c'est quand même, je pense, les 2 principaux problèmes de cette Liga. Je vous ai justement demandé en sondage sur YouTube quel était le plus gros problème, le problème numéro 1 qui nuit au spectacle des matchs du championnat d'Espagne entre les arbitres d'un côté et les équipes destructrices. Je les appelais comme ça, mais j'aurais pu dire terroristes, hein, ça aurait été pareil. Hein. L'Atlético Madrid, même si cette saison, il y a du mieux, faut le dire, hein, merci Alvarez. Et aussi les Retafe, Alaves. Et j'en passe, il y en a de plus en plus en Liga, faut les surveiller parce que elles sont toujours très compliquées à jouer et elles ont une grosse influence sur le spectacle. Je pense, hein, il y en a pas mal d'entre vous, j'ai lancé le sondage sur Twitter ce matin, qui m'ont répondu que les arbitres étaient les garants du spectacle parce que eux aussi ont une influence sur les équipes qui jouent de façon un petit peu trop agressive. On l'a vu hier face à Alaves, ce qui est vrai. C'est évidemment directement à cause des arbitres que ces équipes se permettent de jouer comme ça du début à la fin de la rencontre. C'est aussi à cause des arbitres que le temps effectif du coup est ridicule. Parce que si tu sévis plus tôt, forcément le joueur qui a un carton jaune, il va pas gagner du temps, faire des fautes encore et encore, logiquement pour casser le jeu, casser le rythme et perdre du temps. Et en vrai, même une opposition avec une équipe qui joue bien, côté Barça par exemple, ou Real Madrid, peu importe, face à une équipe qui détruit le jeu, parfois ça peut donner des matchs, en tout cas une opposition intéressante si jamais l'arbitre fait les choses bien. Après, ça arrive que ces matchs-là tournent à la purge, ça peut arriver aussi, mais je pense qu'un arbitre qui a une influence trop grande sur le déroulement d'un match, c'est toujours une très mauvaise chose. Donc oui, les arbitres quand même, c'est vrai qu'ils sont garants du spectacle un peu plus. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis en commentaire ou alors sur le sondage que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, à savoir quel est le principal adversaire du spectacle en Liga. Pas un seul week-end sans un scandale arbitral. Chaque week-end, tous les 3 jours en Liga, on se demande par qui l'équipe qu'on supporte, le Barça ou le Real, sera arbitrée. Alors à la fin, quand vous avez le combo équipe qui détruit plus arbitre qui fait rien, qui laxiste et qui laisse jouer malgré les fautes ou qui prend tout simplement les mauvaises décisions, et vous avez le combo parfait qu'on a eu justement hier avec ce Barça Alaves et avant-hier avec Espanyol Barcelone Real Madrid. Tous les week-ends. Mais on a quand même une très belle Liga. Je pense que maintenant les supporters du Barça ont retrouvé de l'espoir après ce qui s'est passé ce week-end. On en avait parlé. J'avais fait une vidéo qui s'appelait « Le Barça va remporter la Liga 2024-2025 ». Je vous l'ai dit, j'en ai fait des tweets aussi, comme quoi je gardais espoir parce que ce n'était pas terminé, que je pensais que le Real allait perdre des points. Pour l'instant, ils en ont perdu 3, mais ce n'est pas terminé. On a ce derby qui va arriver ce week-end, Atlético Madrid, Real Madrid au Bernabeu. On sera devant la télévision et on espère du spectacle. Peu importe le vainqueur ou presque, même si je pense qu'on a tous en soi une préférence, j'ai envie de dire, sur le vainqueur potentiel de la rencontre. Ce serait peut-être mieux pour le Barça si l'Atlético remportait ce match-là. Si jamais vainqueur il doit y avoir. Mais encore une fois, la hype qu'on ressent aujourd'hui, c'est bien la preuve que cette Liga 2024-2025, elle fait partie des meilleures depuis un bon bout de temps. Alors on y croit maintenant à 100%, on y croit jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus quand tu regardes le calendrier du Barça et du Real Madrid que je voulais vous partager aujourd'hui. On a parlé des arbitres et des équipes qui détruisent, terroristes. On va parler évidemment du calendrier du Real et du Barça. On parlera de Lamine Yamal et de Pedri
qui ont régalé, illuminé la rencontre encore une fois. Et on finira par reparler en détail de l'action incroyable de Lamine Yamal, parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Même si oui, on l'a débriefé, elle a été diffusée, je pense, par tous les réseaux sociaux possibles. Mais pourquoi pas ne pas l'analyser plus en profondeur. Les amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Le mois de février a débuté par la victoire du Barça hier face à l'Aves, la défaite du Real Madrid samedi face à l'Espagnol de Barcelone. On aura un mois de février très chargé aussi, comme en janvier. 6 matchs à jouer pour le Barça. En février, si jamais le Barça se qualifie face à Valence en Coupe du Roi ce jeudi, le Barça jouera 6 matchs en 28 jours. Et quand tu vois le calendrier, honnêtement, c'est abordable pour le Barça. Il y a ce match face à Valence qui sera quand même piège en Coupe du Roi, toujours particulier. Hein. Le 7-1, on va l'oublier parce que ce ne sera pas du tout le même contexte. Ce sera à Valence et en Coupe. On sait qu'il y a des équipes qui sont plus à l'aise en Coupe qu'en championnat. Là, ce sera le cas, on verra face à Valence ce jeudi. Après, à Séville à l'extérieur dimanche. Match important à Séville, toujours compliqué de les gagner là-bas. Puis ensuite, 8 jours de récupération, 8 longs jours avant un match en Liga un lundi. Lundi 17 février face au Rayo Vallecano. Et s'il y a une pause à ce moment-là, c'est parce que le Barça ne jouera pas les barrages. Ça, c'est cool. Quand tu vois les rencontres espagnoles de Barcelone, Las Palmas la même semaine, le samedi, en Liga à l'extérieur aux Canaries, gros déplacement. Puis l'éventuelle demi-finale aller de la Coupe du Roi pour terminer. C'est tout. Donc un mois de février, franchement, assez tranquille physiquement. Pour les joueurs du Barça, évidemment, il faudra prendre les points à chaque fois, chaque match. On veut que la série de victoires consécutives et de matchs sans défaite, surtout, se poursuivent. Alors que pour le Real Madrid, regardez un petit peu la chose, les frères, bon courage à eux. Sachant qu'en plus, ils ont des blessés, en défense centrale notamment, et ils ont des gros matchs à jouer. Bon courage pour les organismes, même si on sait comment ça se passe. Avec eux, ils arrivent à être tout le temps, hein, tous les ans, chaque année, chaque saison, à avoir ce pic de forme dans les moments qui comptent le plus, dès février, mars, avril. Ils sont comme ça. Même si là, honnêtement, les Leganés, après-demain, mercredi en Coupe du Roi, et ensuite le Colchonero, le derby, Manchester City, Osasuna en déplacement, puis le match retour en Ligue des Champions face à City. Et même, j'ai envie de dire, hein, le match comme ça, là où vous le voyez au milieu, Osasuna, Real Madrid à l'extérieur, un match placé comme ça en Liga, entre deux matchs hyper importants en barrage, et bah ça aussi, hein, c'est compliqué, c'est pas simple du tout, c'est un match piège par excellence. Et pour finir ensuite, ça ira mieux avec la réception de Girona et l'éventuelle demi-finale pour terminer le mois de février pour ce Real Madrid là. Donc il y a des points à aller chercher, à gratter. Il n'y a plus que 4 points de retard, c'est pas beaucoup. Honnêtement, c'est faisable pour ce Barça là si jamais le Barça continue à gagner et enchaîner les victoires. Et ce que je disais hier pour ce match 1-0 gagné à l'arraché, c'est valable pour tous les matchs maintenant. Le Barça doit apprendre et continuer. Là, je pense que le Barça a appris. Hier, il s'est passé quelque chose. J'espère en tout cas que les joueurs ont compris que hier, quand j'ai vu les visages des joueurs à la fin du match, au coup de sifflet final, avec Fermin Lopez qui était sur le terrain, hyper content, les joueurs et tout ça, Hansi Flick, les réactions sur les réseaux sociaux, Lamine Yamal qui a montré sa joie, je pense que c'était un match qui comptait, hein, vraiment. La qualité de jeu, c'est bon. Maintenant, on a compris que le Barça savait jouer au football. Les joueurs du Barça doivent continuer à jouer pour gagner. C'est un petit peu le reproche, la comparaison qu'on faisait en début de saison avec le Real Madrid, qui avait du mal dans le jeu, mais il gagnait des matchs. Et on disait, on voit une équipe du Real Madrid qui joue pour gagner, pour tuer l'adversaire et prendre les 3 points, alors qu'on avait un Barça qui jouait certes avec un beau jeu, mais contrairement au Real qui jouait pour gagner, on avait un Barça, on se disait, qui jouait pour faire le spectacle et le beau jeu. Ce qui n'a pas été le cas hier face à Alaves, et on espère que ça va continuer comme ça, parce que le beau jeu, c'est bon. Maintenant, on a compris que ce Barça est supérieur à toute la Liga au niveau du jeu. Collectivement, cette saison, c'est bon. Le Barça a mis tout le monde d'accord, a prouvé et montré qu'il était supérieur collectivement. Donc maintenant qu'il n'y a plus rien à prouver, il faut aller chercher les 3 points à chaque fois, montrer que tu peux gagner maintenant. Donc quand tu vois le calendrier, la forme du moment, les blessés qui vont revenir, quand je pense à Olmo évidemment, le fait que le Barça ne joue pas les barrages, contrairement au Colchonero et au Real Madrid, tu peux te dire que l'objectif d'arriver à moins de 3 points lors du Classico prochain retour, franchement, c'est faisable. Et je pense pas m'enflammer pour dire que la première raison pour laquelle j'y crois, c'est évidemment ce que montre le Barça sur le terrain et les joueurs qui sont en forme, qui portent le Barça, à savoir Lamine Yamal et Pedri aujourd'hui, sans oublier Rafinha, qui n'a pas été incroyable hier, mais quand même, mais qui reste le meilleur joueur de la saison du Barça, de loin. Si je parle de Pedri,
et de Lamine Yamal, c'est évidemment qu'ils ont été les meilleurs joueurs côté Barça hier, encore une fois. Et on le répète, on commence même à s'habituer. Et vous savez comment ça se passe, hein. Plus on s'habitue à des choses et moins on les relève. Donc, du coup, on commence à banaliser les exploits individuels répétitifs. Et après, le danger, c'est de ne pas réaliser qui sont les principaux acteurs de ce qui arrive de bien pour le Barça, pour l'équipe. Et après, le danger, c'est évidemment la réécriture. Dans 1 an, 2 ans, quand on se rappellera de ce qui s'est passé à l'instant T en 2024-2025 et pourquoi le Barça est allé chercher ce trophée, cette victoire-là, ce match marquant, tel Ballon d'Or, et ben c'est indispensable d'en parler le plus possible et de la meilleure façon possible. Trouver les mots, en fait. Essayer de trouver les meilleurs superlatifs, les meilleures analyses individuelle et collective sur ces joueurs qui sont juste incroyables. Essayez de comprendre ce qui rend magique leur jeu. Expliquer pourquoi les comparaisons entre Bellingham et Pedri sont totalement inutiles. Entre Lamine Yamal et Vinicius, c'est pareil. Vos milieux de terrain préférés dans le monde, les Bellingham, les Vitinha et j'en passe, ils marquent des buts, font des passes D, sont décisifs. Mais est-ce qu'ils ont cette machine dans les pieds ? Est-ce qu'ils ont cette espèce de magie dans les pieds, ce frisson, cette élégance, cette grâce, ce toucher de balle qu'on voit chez Pedri? Des choses qui ne sont pas forcément quantifiables, palpables, mais en vrai, quand en plus on a un joueur qui porte son équipe au milieu de terrain comme il le fait, on parle du Barça là. Des joueurs qui portent le Barça, une équipe comme ça, on en a eu très peu dans l'histoire. Pour ceux qui ont plus de 25 ans de supporterisme du Barça, honnêtement, j'ai vu Iniesta, Xavi, j'ai vu Deco et Touré, et je pense que ce mec-là est déjà dans le débat de où placer Pedri par rapport à des mecs comme Deco. Je le mets déjà, je pense, un petit peu au-dessus. Et à Touré, Iniesta, Xavi, c'est un petit peu en dessous. Busquets, c'est pareil. Moi, j'ai aimé la phrase entendue hier sur beIN Sport par Omar Da Fonseca qui dit justement que Pedri, plus l'espace est petit et plus il devient grand. C'est exactement ça. Là, on est justement face à un joueur qui devient le leader de l'équipe, mais surtout au milieu de terrain, et un Barça, je parle de Lamine Yamal aussi, qui possède maintenant des leaders à chaque ligne. On a au moins un joueur qui sort du lot. Au milieu de terrain, c'est évidemment Pedri. En attaque, on a Lamine Yamal, mais Rafinha aussi qui pourrait prétendre à ce titre-là. En défense, c'est pareil avec Cubarsí et Inigo Martinez, même si je mets un petit peu plus par son aura et son expérience. Inigo Martinez, on a des leaders à chaque ligne, comme à la grande époque, avec Messi en attaque, avec Xavi au milieu de terrain et Puyol en défense, ce qui permet justement d'avoir des rôles et des fonctions pour chaque joueur très définis à l'avance. On sait par exemple que Lamine Yamal, ça va être le mec qui va déséquilibrer côté droit. Si l'équipe a un problème, qu'est-ce qui se passe? On passe la balle à Pedri pour relancer, pour aérer le jeu. Boum, d'un côté, si on voit de l'espace, qu'est-ce qu'on fait? Passe en profondeur pour affiner systématiquement. S'il y a un centre à faire, on met la balle et on cherche qui? Lewandowski. Ah, bah non, il est un petit peu en retard malheureusement. Il est en retard sur l'action dans son appel de balle. Peu importe. Vous m'avez compris, on a des rôles qui sont de plus en plus définis. Et on a Pedri qui est là justement pour apporter un petit peu tout ça en même temps, cette magie, les dribbles, les conservations du ballon. 99% des cas où tu lui passes le ballon, en fait, tu sais qu'il ne la perdra pas en fait. Tu lui passes le ballon et en plus de ça, il va te bonifier le jeu en plus. Donc incroyable, accompagné évidemment par Lamine Yamal qui a été encore une fois incroyable, on en a parlé hier en débriefing. Et justement, c'était l'occasion parfaite pour reparler de l'action mythique de Lamine Yamal hier, son action qui aurait pu terminer par un but. En tout cas, moi je pense que ça place. Quand on est justement dans le cas contraire de la banalisation. Dans le cas où quand tu reparles et tu remontres, parce que je pense que l'action a fait le tour du monde, on a souvent des gens qui vont dire pourquoi on en parle autant, parce que si c'est un autre joueur qui fait la même chose, eh ben on n'en reparlerait pas autant. C'est exactement ce que je vois comme commentaire quand je vois un très beau but, un joli but qui est marqué par un joueur en Europe. On a ces commentaires des gens qui disent si Lamine Yamal ou si Messi fait la même chose, on en parle pendant des générations entières. Sauf que les amis, j'ai envie de vous dire que ces actions, justement, on en reparle parce que ces joueurs ont réussi à faire ça de nombreuses fois. Et c'est beaucoup plus difficile, logiquement, de le refaire en fait. Faire ça une seule fois, dribbler une défense entière une fois dans une carrière, c'est bien, on va reparler, d'accord. Mais quand tu fais ça plusieurs fois, quand tu arrives à faire ça plusieurs fois par match et par saison, c'est beaucoup plus compliqué. Donc logique d'en parler et de vanter ces joueurs qui réussissent à avoir cette espèce de régularité dans l'excellence en fait. Et en vrai, des slaloms comme ça, on n'en voit plus depuis un petit moment, honnêtement, même si Vinicius en a fait quelques-uns intéressants. D'accord, on n'est pas en Ligue des Champions, on n'est pas à l'Euro, etc. Mais ça reste la Liga, championnat hyper relevé, avec une action qui est juste incroyable. Et un slalom où tu as tout. Tu as la vitesse, la technique, le physique aussi, où il résiste au pressing et à la dureté
des duels. Il prend la balle, regardez où il est quand même. Il est dans sa moitié de terrain à 70 mètres des buts adverses, assez collé, assez excentré vers le côté droit. Il part arrêté, c'est plus dur de partir arrêté que lancer, donc il n'a pas d'espace au début. Il y a deux adversaires qui viennent très vite sur lui, et ensuite il se met un petit peu dos au but, et là il part, il contourne l'adversaire, et il accélère, il avance. Ça fait déjà 1, 2, premier crochet extérieur, et ensuite évidemment le bonbon, avec cette espèce de crochet intérieur sur le joueur qui revenait pour le tacler. Il fait un tacle et il glisse. Moi j'appelle ça les tacles bobsleigh, où tu glisses sur 3-4 mètres. Là, c'est foutu. Hein. Et puis ensuite, juste ça, ce que j'aime bien, c'est que là, on a un joueur qui résiste au duel, qui physiquement s'impose. Et ça, c'est hyper important. Hein. Je pense que justement, là où doit progresser Lamine Yamal, c'est exactement là. Dans les dribbles, il a progressé. Hein. Même si vous parlez souvent de la finition de Lamine Yamal, où il faut qu'il progresse clairement. Hein. Là, la finition, il a vraiment une lacune en soi. Dans les dribbles, il n'a pas une lacune, mais il doit encore progresser. Il peut encore progresser, il a encore une marge de progression qui est énorme. Et je vais vous le montrer avec des chiffres à la fin. Mais là, justement, où il peut progresser, c'est là. C'est dans la manière à continuer les actions, à refuser de tomber, à vouloir terminer ses dribbles et à ne pas simuler, à ne pas demander la faute. C'est comme ça qu'il va s'endurcir. C'est exactement comme Messi, justement, qui s'habituait à terminer ses actions, ses dribbles, à rentrer dans la tête de ses adversaires. Hyper important aussi à leur faire mal mentalement et physiquement et tout simplement à prendre confiance en fait, parce que là ce dribble là il arrive en début de match. Forcément quand tu es un dribbleur, un ailier, quand tu démarres un match comme ça, mais pendant 90 minutes tu te dis ok, là ça va être mon jour. Et c'est pas un hasard s'il termine le match avec 11 dribbles réussis sur 18, record en carrière pour Lamine Yamal. 11 dribbles réussis sur 18, c'est évidemment le plus haut total pour un joueur du top 5 de la saison. Et j'en parlais récemment du nombre de dribbles de Lamine Yamal en disant que si un jour il réussit à progresser à ce niveau-là, on aura des chiffres similaires à ce qu'on avait avec Neymar, Messi, qui eux dans les grands rendez-vous, en Ligue des Champions notamment, ont réussi à atteindre les 14, 15, 16 pour Messi notamment en Ligue des Champions face à Manchester United en 2008, pardon. 16 dribbles réussis pour la Pulga. Et Lamine Yamal aussi a le talent pour ça, parce que on voit en fait le toucher technique, l'élégance, la petite finesse technique qu'il faut pour faire ce petit crochet là par exemple. Donc la technique il a aussi le physique, on voit que les appuis c'est du très solide et qu'il est explosif aussi. On voit que mentalement il n'a pas peur d'oser essayer de dribbler, hein, malgré le déchet il faut le laisser dribbler, et ça c'est important que mentalement il soit encore en confiance pour tenter les choses et savoir quand dribbler et quand s'arrêter. Donc pour moi il a tout et là encore une fois ce qu'il fait c'est parfait. Ça m'a rappelé un petit peu la séquence de Messi face à Eibar en 2014-2005, hein, l'action qui était incroyable, où il partait du milieu de terrain, dos au but, et il enchaînait les dribbles, même si Messi c'est encore plus spécial, mais ça m'a rappelé ça parce qu'on voit à la fin un Messi qui fait la passe à Neymar à l'époque, et là c'est Lamine Yamal qui fait la passe pour Rafinha, et l'action elle se termine pas par un but, mais dans les deux cas, on parle de quelque chose qui a été légendaire. Et comme je disais, hein, un joueur qui est dangereux dès qu'il touche le ballon, même à 70 mètres des buts, ça c'est tellement rare dans le football. S'il progresse et continue à monter en puissance, à avoir ses jambes de feu là de plus en plus, parce qu'il a que 17 ans, donc il va encore grandir et s'affirmer physiquement. Si ce mec-là continue à progresser, bah écoutez, ce genre d'action-là, on en aura de plus en plus, voire à chaque match. Je ne sais même pas combien de joueurs ont été éliminés sur l'action, parce qu'il a dribblé 11 fois sur 18, comme j'ai dit, mais peut-être que sur l'action, je crois qu'il y en a 3 qui ont été comptabilisés seulement. Et on a tous, hein, pour toutes les légendes du football, que ce soit Messi, Ronaldinho, Ronaldo, R9 et j'en passe, on a tous des actions en mémoire légendaires qu'ils ont produites. Je pense que celle-là, à la fin, quand on fera le bilan de la carrière de Lamine Yamal, hein, vous savez, pour Messi, on a Elche, Bilbao, Retafe, ces actions ou ces raids solitaires, ces rushs solitaires, où il marquait, où il partait du milieu de terrain pour aller marquer tout seul. Là, ça y est, tamponné, certifié. Cette action-là va rester dans l'histoire de Lamine Yamal et de sa carrière, quoi qu'il arrive. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, crochet. Et à chaque fois, il décide de rester sur ses appuis. Très important, ne pas tomber. Très important. Parce qu'il a de l'espace et qu'il se dit que avoir la faute, c'est pas forcément pertinent vu l'action que tu peux aller chercher, quoi. Et puis ouais, à sa place, quand tu as dribblé 1, 2, 3, 4 mecs, tomber, chercher la faute, c'est frustrant. Puis tu te dis, ouais, j'aurais pu continuer et le destin de l'action aurait été un peu meilleur que si tu prends une faute. Bon, une faute, un coup franc, c'est cool, mais aller chercher une action légendaire, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Pour la confiance, on le voit, c'est pour ça qu'après, il lève les bras et il harangue la foule. Quel joueur, quel joueur! Merci la Masia, hein, au passage, parce que franchement, sortir un crack comme ça, générationnel, tombé du ciel. Donc voilà pour la vidéo les amis, j'espère que vous avez savouré tout ça. On se donne rendez-vous très vite, normalement ce soir avec un live,
Et évidemment, on reparlera de la Coupe du Roi qui arrive ce jeudi pour le Barça. Mais j'espère que je vous ai convaincu encore plus que maintenant, avec seulement 4 points de retard, tout reste possible encore plus avec des joueurs comme Lamine Yamal et Pedri notamment. Voilà les frères. On s'abonne évidemment si vous avez aimé la vidéo et rendez-vous très vite.